Bienvenue sur Skyrock pour les militaires et pour tous. Aujourd'hui, on va parler cohésion nationale, jeunesse, justice, armée, intégration, réserve. En effet, il existe un partenariat entre le ministère de la Justice et des Armées qui est récent, qui évolue et qui vise principalement à l'insertion de jeunes. Et pour nous en parler, nous sommes avec Sophie Gojal, chef du bureau jeunesse et cohésion nationale à l'état-major des armées, et le commandant Christelle, réserviste opérationnel à l'état-major de zone de défense de Marseille. Alors bonjour à vous deux et très contente de vous recevoir. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Alors je commence par vous Sophie, ce protocole, il date de quand et quel est son but? Alors c'est un protocole qui a été signé le 27 juillet 2021 entre le ministère des Armées et le ministère de la Justice, et ce protocole a été consolidé sans cesse depuis. Il y a eu par exemple une réunion interministérielle cet hiver. Ça a abouti à une nouvelle note de cadrage qui a été diffusée dans le printemps. Et donc l'objectif de ce protocole, c'est de contribuer à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des jeunes mineurs et majeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc je préviens les auditeurs, si pendant cet entretien, on entend parfois l'acronyme PJJ, on pense à protection judiciaire de la jeunesse. Alors ce partenariat pour les armées, car je suppose que ça englobe toutes les armées, il se concrétise comment? Oui, tout à fait. C'est un dispositif qui est interarmé et qui s'inscrit dans le plan Ambition Armée Jeunesse de mars 2021. Et ce plan, il a défini 3 objectifs qui sont d'un côté le recrutement des jeunes, de l'autre la diffusion de l'esprit de défense, et le troisième qui est l'insertion. Et donc le protocole Armée-Justice, il s'inscrit dans ce 3e objectif qui est donc l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de justice, et il se décline sous la forme de différents dispositifs puisque en fait la PJJ accueille une pluralité de publics qui peuvent être des jeunes qui sont en milieu ouvert ou en milieu fermé, en centre éducatif fermé ou en centre éducatif renforcé. Et donc nous, on s'est principalement concentré pour le moment sur les jeunes en milieu fermé, centre éducatif fermé et centre éducatif renforcé, en leur proposant d'une part des modules Armée-Nation, des MAN, de l'autre des PIM, c'est-à-dire des périodes d'immersion militaire, et enfin pour les jeunes qui ont été condamnés à des peines de travaux d'intérêt généraux, eh bien on leur fait la proposition d'un certain nombre de postes. Et justement, ce dispositif, il concerne beaucoup de jeunes? Alors, cette année, pour le premier semestre 2024, il a touché environ 150 jeunes. Et il y a eu, dans un premier temps, une expérimentation. Comment ça s'est passé, justement? En fait, on a donc mené effectivement une première expérimentation qui a pris le nom à l'époque de parcours d'inspiration militaire et qui consistait à proposer aux jeunes donc sous main de justice de participer à un séjour avec des militaires pendant plusieurs jours et de découvrir ainsi ce que c'est que la vie militaire et la vie en campagne. Et donc les résultats ont été très positifs parce que ça a permis aux jeunes de découvrir le monde militaire, mais ça a permis aussi, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, aux différents acteurs de se rencontrer les uns les autres, que ça soit du côté du ministère des Armées ou du ministère de la Justice. Et donc en fait, c'est des dispositifs qui sont vraiment vertueux pour tous et qui profitent à tout le monde. Et ça a été rapidement une réussite? Oui, tout à fait, parce que les jeunes se sont montrés, comme je disais, très rapidement enthousiastes et investis, et parce qu'il y a eu tous ces acteurs qui se sont également impliqués et qu'on peut observer à travers ce dispositif, en fait, une sorte d'effet démultiplicateur. Et concrètement, comment le ministère des Armées est organisé pour répondre à ce protocole et que représente l'engagement des armées? Alors concrètement, pour répondre à ce protocole, il a fallu piloter, parce que c'est une chose de décider quelque chose à Paris, et puis c'est une autre de le mettre en œuvre sur les territoires, de créer les réseaux, de créer les liens entre les acteurs du ministère des Armées et les acteurs du ministère de la Justice. Et donc concrètement, le territoire est divisé en 7 zones, 7 zones de défense. Et donc ça nous a conduit à désigner des référents pour travailler avec la PJJ dans chacune des zones, comme par exemple le commandant Christelle qui va intervenir dans quelques instants. Oui, c'est quand même du coup conséquent comme appui, et je me tourne justement vers vous Christelle pour que vous nous parliez des jeunes placés en centre éducatif fermé et du protocole Armée-Nation. Alors tout d'abord, qui sont ces jeunes et est-ce que vous les avez rencontrés, et c'est quoi aussi un CEF? Je les ai effectivement rencontrés au centre éducatif fermé de Brignoles. Ce sont des jeunes qui ont 15 et 17 ans, qui sont placés sur décision de justice. Pour autant, le centre éducatif fermé n'est pas un lieu de détention, mais un lieu
de résidence. Donc ce centre est dit fermé parce que les jeunes ils sont placés sous la responsabilité permanente du personnel et sont astreints à des règles de vie en communauté. Donc tous les actes de la vie quotidienne collective ont un but éducatif. Ça va être se conformer à des horaires de lever, de coucher, de repas, d'activités. Ça va être participer en fait à l'entretien du linge, des locaux, à la préparation des repas. Donc c'est un encadrement éducatif et pédagogique renforcé et individualisé, très contenant. En fait, le centre éducatif fermé, c'est un petit parc en fait arboré en fin de route où il y a effectivement des petits pôles de bâtiments. Vous avez un îlot administratif, un îlot de direction, un îlot santé avec une psychologue et une infirmière, un îlot éducation avec un professeur d'éducation nationale et un professeur de l'enseignement technique. Vous avez un point restauration avec 2 personnes en charge de la prise des repas, un point nuit qui est effectivement fermé de 9h à 17h, ce qui oblige les jeunes à s'activer et à s'impliquer dans leur enfermement entre guillemets. Et donc tous ces gens-là, il y a aussi un espace loisirs et des infrastructures de sport avec notamment un terrain de basket. Et Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer également en quoi consiste le module Armée-Nation mis en place entre le CEF de Brignoles et le 1er RCA? Le 1er régiment de chasseurs d'Afrique a relevé le challenge de recevoir cette population atypique. C'est une unité qui est pleinement investie dans tous les dispositifs jeunesse, que ce soit les cadets de la défense, les classes défense, et qui est habituée à avoir énormément de visites, que ce soit des délégations étrangères, parce que effectivement c'est le plus grand centre d'entraînement spécialisé d'Europe occidentale, ou d'autres populations. Récemment, ils ont accueilli effectivement une délégation de l'Institut national du service public. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Il y a un référent du régiment qui a été désigné, l'adjudant-chef David Rick, qui travaille au bureau opération instruction et qui est donc au courant de toutes les activités qui sont nombreuses sur le régiment. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a élaboré un programme avec une activité d'une demi-journée tous les 15 jours sur 4 mois. Il s'est adapté en fait aussi en conduite à la population, à ces jeunes. De son côté, le centre éducatif fermé s'est engagé à sélectionner des jeunes aptes à intégrer un collectif et à respecter des règles et de les faire accompagner par du personnel d'encadrement, notamment des éducateurs. Et à quelles activités ces jeunes ont participé par exemple? La première activité s'est passée à Brignoles pour une première connaissance avec l'équipe, une rencontre avec l'équipe pédagogique et avec ces jeunes. L'adjudant-chef était descendu avec un VT4 et des rations de combat. Ensuite, les jeunes ont participé à un exercice cynotechnique. Ils ont appris le métier, enfin ce que c'était que maître chien dans les armées. Ils sont rentrés dans le chenil. Ils ont été pour certains assez courageux. Ils ont assisté à des exercices de pistage, de recherche, d'obéissance, de mordant, et ils ont vraiment adhéré à cette première activité qui était faite pour eux. Et ils ont retenu quoi justement de cette présentation? Ils ont été impressionnés. Ils ont retenu qu'effectivement un chien c'était le bras droit du militaire. Et qui accompagne ces jeunes en général? Alors en général il y a quelques éducateurs et puis il peut y avoir du personnel d'encadrement. Ça peut être une psychologue, une infirmière. Une fois c'était le professeur de l'éducation nationale qui les accompagne. Donc la délégation c'est 5-6 jeunes plus pratiquement autant de personnel encadrant qui arrivent sur le régiment lors d'une activité. Et comment ils réagissent ces jeunes justement quand on les plonge un peu dans le monde de l'armée? Ils réagissent bien, les activités sont bien passées parce que outre l'exercice cynotechnique, il y a eu un exercice incendie où effectivement ils ont mis la combinaison, ils ont participé avec une lance à éteindre effectivement un véhicule incendié, ils ont été mis dans une pièce enfumée avec des consignes pour pouvoir en sortir. Il y a eu une simulation d'éboulement où ils sont retrouvés dans de petits tunnels pour essayer d'évacuer, donc là c'était un peu plus physique. Ensuite il y a eu, ils ont participé à une activité sur les simulateurs, des petits caissons, et ils ont beaucoup aimé un exercice en fait de secours au combat et de grimage de blessures. Et puis la toute dernière activité aussi, ils ont assisté à une démonstration de tir AMX 10 RC, et puis ils ont visité en fait, ils sont rentrés à l'intérieur du Jaguar et du Griffon. Et qu'en pense l'adjudant-chef Rick justement? L'adjudant-chef Rick, ça a été la personne idoine qui a été désignée. Franchement, je le remercie sincèrement parce que la réussite du module reposait essentiellement sur ses épaules. J'aurais tendance à dire que je le caractériserais, c'est une main de fer dans un gant d'acier, et paradoxalement, il a vraiment adhéré au protocole parce que je pense que déjà il s'est challengé lui-même et il a su faire preuve d'humilité et d'empathie, et avec des ambitions
qui sont restés modestes. Il a su s'adapter et aller chercher ces jeunes et à obtenir vraiment une connexion avec eux. Il dit souvent qu'ils ont l'âge de ses enfants et il y a quelque chose qui s'établit. Ils ont posé beaucoup de questions, parfois ils se sont confiés. Donc lui, il est content du protocole. Il est même plutôt fier parce qu'effectivement, c'est une population atypique. Il a mis ses préjugés de côté parce qu'il a dû prendre en compte qu'effectivement, ces jeunes, avant d'être des délinquants, sont des enfants en difficulté. On l'a vu, c'est du coup une réussite pour ce dispositif sur ce régiment du Var. Et est-ce que c'est un exemple qui est transposable ailleurs? Alors c'est vrai que l'unité se prêtait particulièrement avec toutes les activités d'entraînement et de formation à ce type d'accueil, mais c'est effectivement transposable dans toutes les unités opérationnelles des armées. Et du côté des armées, justement, comment c'est vécu? Alors l'expérience qu'on a au premier RCA, c'est vécu de manière assez positive, puisqu'effectivement maintenant le module armée-nation est ancré, puisqu'il va être reconductible à la rentrée avec de la période du mois de septembre au mois de mai, avec effectivement de nouvelles activités, par exemple un parcours nautique. Et puis, à la demande de la directrice du centre éducatif fermé, il est prévu en fin de cycle, effectivement, un bivouac d'une nuit sur le terrain avec des rations de combat. Et ça ne fait pas trop de contraintes pour nos armées qui ont déjà un rythme opérationnel dense? Les armées sont très impliquées dans l'insertion professionnelle des jeunes, et c'est vrai que ça a un impact en termes de temps et d'investissement, mais pas tant que ça, parce que finalement, comme l'exemple de ce régiment le montre, l'adjudant-chef s'est greffé sur des activités qui existent déjà, hormis lui, à qui ça a pris 8 demi-journées pour se consacrer à ces jeunes, c'est acté et ça va être reconduit sur plusieurs mois. Et quel bilan est fait au niveau du premier régiment de chasseurs d'Afrique? J'imagine un bilan positif, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est un bilan positif parce qu'effectivement, c'était un challenge parce que c'est le premier module armée-nation au niveau national, que les jeunes se sont montrés quand même pleinement investis. L'adjudant-chef leur disait régulièrement qu'ils avaient de la chance de participer à ces activités et pour le cas, ça a été positif, même d'amener une population diversifiée au sein du régiment. C'est toujours quelque chose de différent et de positivement. Alors justement, comment ça, une action de rayonnement? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Parce qu'au-delà de ces jeunes qui concernés directement par ces activités, ils ont été accompagnés de leurs professeurs de l'éducation nationale, de leurs éducateurs, de leurs infirmières, de leurs psychologues. Et ce sont des corps de métier qui ont une méconnaissance des milieux militaires. Et il est vrai que ces gens-là vont s'imprégner. Il est évident qu'en famille, avec des amis, ils vont communiquer là-dessus. Et dans la mesure où ils ont participé à des activités extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sortent vraiment de l'ordinaire, et ils vont en parler de manière positive et donc ça participe au rayonnement des armées et à leur connaissance. Et qu'en pense la directrice du CEF de Brignoles? Elle nous explique qu'effectivement ça permet à leurs encadrants de voir évoluer les jeunes dans un autre environnement, de voir où ils en sont dans leur dynamique d'insertion et de s'appuyer sur tous ces événements qui font l'objet de discussions informelles lors des repas, mais aussi de conversations formelles parce que les jeunes ont un bilan chaque fin de semaine et évidemment la semaine où il y a eu cette activité la veille ou l'avant-veille, ça prend une part importante dans ce bilan hebdomadaire. Et est-ce que ça suscite des vocations puisque c'est quand même des jeunes qui sont délinquants, donc qui pourraient un jour intégrer l'armée? Alors c'est du positif, comme tous les dispositifs jeunesse, en fait, ont vocation à donner une deuxième chance à ces jeunes qui, heureusement, continuent d'évoluer en grandissant. Et je reviens maintenant vers vous, Sophie. Alors ce protocole, il est amené à évoluer justement? Alors oui, bien sûr. Comme je le disais, il évolue déjà depuis 2021 et donc il a été récemment cadré par une note de cadrage qui a été parue au printemps. En fait, ce qui apparaît et ce que disait le commandant Christelle jusqu'à présent, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est le foisonnement des acteurs. On voit qu'on est dans des dispositifs qui sont encore expérimentaux et qu'il y a plein de choses qui sont testées sur le terrain et la constitution d'un réseau. Au sein des armées, d'un réseau entre le national et le local, d'un réseau entre les armées et la justice. Et tout ça, ça crée beaucoup d'initiatives, beaucoup d'expérimentations. Et je dois dire que de mon point de vue et de ma place, c'est passionnant d'observer tout ça. Et en même temps, ça nécessite qu'il y ait un cadrage parce que là, actuellement, on a plus de 50 formations qui sont engagées. L'idée, c'est de généraliser le dispositif en 2025. Et donc, on ne peut pas partir non plus dans tous les sens. Et donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas, refermer le couvercle sur toutes ces initiatives qui sont nécessaires et qui nous font voir aussi des éléments qu'on n'avait pas forcément
forcément perçu. Par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'on s'était beaucoup focalisé sur les jeunes de milieux fermés, et on se rend compte aussi que ça peut être très intéressant de développer le dispositif auprès de jeunes en milieu ouvert. Voilà. Et donc, on est on est un petit peu à la croisée des chemins entre toutes ces initiatives et le cadrage qui nous a conduit à définir 3 dispositifs vraiment voilà, cadrés, qui sont ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les périodes d'immersion militaire, les modules armée-nation et les travaux d'intérêt généraux. Et si on devait résumer en quelques mots justement l'objectif de ce dispositif, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, s'il fallait le dire en un mot, je dirais insertion. Et s'il fallait le dire en plusieurs mots, je dirais insertion sociale d'un côté, puisque pour les jeunes, ça va être la possibilité de découvrir à la fois les valeurs et le mode de vie des militaires, et puis insertion professionnelle de l'autre, puisque les armées offrent plus de 4000 métiers. Et ce protocole interministériel, il s'inscrit dans une logique globale? Oui, il s'inscrit dans une logique globale en effet, puisque moi je suis donc chef du bureau jeunesse et cohésion nationale, au sein d'une division qui a été créée en août dernier, qui est la division cohésion nationale, et donc tout l'enjeu c'est de participer finalement à l'insertion de ces jeunes, parce que ça participe justement de la cohésion de notre nation. C'est donc un bon moyen de transmettre des valeurs? Oui, tout à fait. Les valeurs centrales, en fait, qui sont la citoyenneté, la solidarité, et puis également le respect de soi et des autres. Et en termes de ressources humaines pour encadrer ces jeunes, est-ce que vous avez des pistes? Oui, tout à fait. La PJJ a lancé une campagne de recrutement d'anciens militaires qui deviendraient réservistes de la PJJ. Et justement, Christelle, vous êtes vous-même réserviste dans l'armée de terre. Vous pouvez nous parler de cette réserve qui n'est pas liée au ministère des Armées? Oui, effectivement, dans le protocole, la première mesure, c'est une connaissance mutuelle, parce que comme on initie ce protocole, il y a parfois un petit peu des difficultés sur les attendus de la PJJ et les possibilités en fait dans les armées. Donc le recrutement d'anciens militaires pour l'encadrement de périodes d'immersion, c'est l'idéal, parce qu'ils peuvent faire la passerelle, faire partager leur expérience, et aussi ils ont les points de contact pour faire évoluer plus rapidement le protocole. Et comment on fait pour postuler? Eh bien justement, il faut être volontaire, et être en activité ou retraité, puisqu'il faut avoir entre 18 et 75 ans, et il faut déposer un dossier auprès de la PJJ. Et vous avez des retours de ces premiers réservistes? Oui, effectivement, c'est assez récent. Il y a eu quelques personnels qui ont été recrutés, notamment dernièrement, moi j'ai rencontré au centre éducatif fermé de Brignoles fin juin, justement, le réserviste qui a été recruté à Toulouse, qui est venu voir le bilan, et sur lequel on a commencé à élaborer un projet pour mettre en place au 2e semestre 2024 une première période d'immersion militaire en Occitanie. Et quelle est la cible de ce recrutement? C'est environ une 50aine de personnes. Eh bien, nous voilà au terme de cet entretien très enrichissant. On a découvert cette incroyable implication des armées au profit de ces jeunes, avec des implications au niveau national, mais parfaitement déclinées au niveau local. Encore un grand merci à toutes les deux, et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup Léa de nous avoir reçus. Plus je travaille sur cette mission et plus j'en découvre l'intérêt, et je ne peux qu'encourager les anciens militaires qui nous écoutent à candidater pour la réserve dont on vient de parler. Moi, je dirais que c'est une mission très intéressante, parce qu'il y a tout à faire et qu'effectivement, on apprend en marchant. Et bien, encore un grand merci. Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très vite sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous les podcasts de Skyrock PLM. Donc, rendez-vous sur l'application Skyrock. Merci beaucoup. Merci.